Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars, même si je sais que certains d'entre vous là n'ont jamais vu aucun de ces films. Hein? Non, 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 ne nous moquons pas, ce n'est pas joli. Ce sont des êtres humains, ils ont des émotions eux aussi. C'est gentil, mais je fais quoi ici, moi? Pourquoi moi? Bah, c'est pour remplir mon quota d'intervention féminine, hein, parce qu'après, y a que des mecs, hein. Ah, d'accord. Eh, mais c'est carrément sexiste, en fait. Bah, j'y peux rien, moi, si t'as jamais regardé Star Wars. La notoriété de la saga est telle que même sans en avoir vu une seule seconde, chacun d'entre vous connaît Star Wars. À différentes échelles, certes, mais en règle générale, vous en connaissez l'essentiel. À tel point qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Dark Vador est... L'impact de Star Wars lors de sa sortie au cinéma fut colossal, et pourtant les producteurs de la 20th Century Fox lui prédisaient un naufrage monumental. Même Lucas et son équipe commençaient à ne plus y croire, et pourtant le succès fut au rendez-vous, indubitablement. Les files d'attente s'amoncelaient et les journaux parlaient déjà de phénomène. Dans un contexte politique, économique et social difficile, le moral du peuple, notamment américain, était plutôt pessimiste. Le public fut donc extrêmement sensible à ce que cette grande épopée spatiale a pu apporter de neuf, de fascinant et de rafraîchissant. Star Wars, c'est vraiment un renouveau de folie dans la SF au cinéma. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les œuvres de science-fiction à Hollywood sont souvent marquées par la peur du communisme, du nucléaire, bref, de la guerre froide. Mais oui, durant de nombreuses années, les États-Unis seront en guerre contre le bloc soviétique. Ainsi, toute la culture américaine s'imprégnera de ce rejet total des cocos. À Hollywood, on verra même des gens importants comme Charlie Chaplin ou Orson Welles se faire persécuter simplement parce qu'on les soupçonnait d'être communistes. Les films produits à l'époque ne furent pas épargnés et la science-fiction, ayant comme principe de base de réfléchir sur des questions contemporaines, fut sûrement le genre le plus touché par l'actualité. On pourra noter des films comme Le jour où la Terre s'arrêta, La guerre des mondes, ou bien même L'invasion des profanateurs de sépultures. Des films parmi lesquels on critiquera énormément la montée du communisme, la comparant à une invasion, ou bien même à du lavage de cerveau. On parlera tout aussi bien des dangers que pourrait mener l'escalade vers une guerre nucléaire, avec Planète Interdite, La machine à explorer le temps, ou bien La planète des singes. Parfois les allusions au conflit seront beaucoup plus subtiles, comme avec la coopération entre Russes et Américains dans 2001 l'Odyssée de l'espace, ou même avant à la télévision avec la série Star Trek, dans laquelle Tchekhov, russe, faisait partie de l'équipage du vaisseau au même titre que n'importe qui d'autre. Au final, que le message soit positif ou négatif sur l'époque que traversait l'Amérique, faut comprendre qu'il était très rare, voire impossible de sortir un film sans en parler au moins un peu. Putain, même Godard s'en est mêlé avec son Alphaville en 65, et certaines sociétés dépeintes étaient véritablement horribles, comme avec Soleil Vert de Richard Fleischer sorti en 73. Puis vint la guerre des étoiles. La volonté de Lucas était claire, mettre en scène une histoire toute simple de chevaliers partant à la rescousse d'une princesse emprisonnée par un grand méchant pas beau, le tout à travers la vision très spéciale du space opéra. Ici, pas question de pourrir l'histoire avec un discours sur la guerre froide, et même si le film trouve certaines influences dans la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, les histoires de samouraïs et j'en passe, pas question de mêler une goutte de réalité au film. C'est pour cela que, bien que le public associe plus facilement le film à de la science-fiction, parce que ça se passe dans l'espace j'imagine, le genre exact auquel Star Wars appartient relève bien plus du merveilleux. Et faut savoir faire la différence entre ces deux genres. La science-fiction voit ses protagonistes évoluer au sein d'un univers encore en lien avec le monde normal du spectateur. Star Trek, c'est de la science-fiction. L'univers prend place plusieurs siècles après notre ère, mais tout se passe dans notre univers. Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, c'est de la science-fiction pour les mêmes raisons. A l'inverse, Le Seigneur des Anneaux, c'est du merveilleux. Tout l'univers, absolument tout ce qui compose l'histoire, n'a aucun lien avec notre réalité. Et ce, même si les protagonistes se battent à coups d'épée et se baladent à cheval. C'est pas parce que Star Wars se déroule dans l'espace que ça en fait automatiquement une œuvre de science-fiction, car on peut très bien constater que ce qui caractérise une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux s'applique aussi à Star Wars. Rien n'est fait pour indiquer que l'action se déroule dans notre univers. Même le carton d'ouverture devenu culte, A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, est là explicitement pour indiquer que tout ancrage avec la réalité doit être abandonné, faisant référence directement au Once Upon a Time ouvrant les contes qui ont bercé notre enfance. Aussi, je rajouterai un petit disclaimer précisant que c'est un point de vue personnel. Certaines personnes interpréteront ce carton comme une précision pragmatique indiquant que l'histoire se déroule dans notre univers. Mais à cela, je répondrai que le « il était une fois » de nos contes de fées peuvent eux aussi être interprétés de la sorte. Pourtant, ce n'est que très rarement le cas. Bien sûr, tout ça provoque encore bien des débats. Science-fiction, merveilleux, un peu des deux. Les définitions et limites de chacun des genres sont floues, et pour reprendre la fameuse maxime, tout dépend d'un certain point de vue. Bref, Star Wars arrive en salle, film familial universel par excellence, il fera beaucoup de bruit et fera partie des tout premiers blockbusters du nouvel Hollywood, avec Les Dents de la Mer, Le Parrain et bien d'autres. Mais avant ça, l'appât du gain fut trop grand pour certains, et comme la recette paraissait simple, difficile de reproduire les mêmes effets lorsqu'on est obligé de modifier certains éléments pour ne pas faire tout à fait les mêmes films non plus.
Certains éléments primordiaux disparaissent forcément, et la mayonnaise ne prend pas, ou ne tient pas du tout la comparaison avec l'œuvre originale. L'effet nouveauté aussi a un impact important sur la réception de l'œuvre, et les copies vont forcément avoir cet arrière-goût de redite, de déjà vu. Pourtant, en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans Star Wars. C'est à moi là? Ben oui, ça fait plaisir que tu suives un peu. Bon bah allons-y alors. On parle de quoi en fait déjà? Ben je sais pas, hein, l'aspect mythologique, tout ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Eh bien en fait, si George Lucas ne nie absolument pas s'être inspiré d'énormément d'œuvres pour créer son univers, il en est de même pour l'histoire et la mythologie, et ça se ressent absolument partout. Organisation de l'univers, des systèmes politiques, construction des personnages, costumes, les clins d'œil sont absolument partout. Si je dois un peu plus me concentrer sur la mythologie, on pourrait tout à fait aborder les personnages qui sont à peu près tous des caricatures de mythes grecs. Tiens, prenons par exemple Luke et Leia. À eux deux, ils illustrent parfaitement mes propos puisqu'ils sont directement liés à Apollon et Artémis. Tous deux jumeaux, tous deux issus d'un amour interdit et guerroyant pour protéger la nature rebelle qui dans Star Wars s'oppose bien souvent à l'empire technologique. Et si la mythologie grecque a beaucoup influencé George Lucas, ça n'est absolument pas la seule, et il y a beaucoup d'autres mythes qui ont été réadaptés à la sauce Star Wars. La légende du roi Arthur par exemple, c'est aussi du pain béni pour le réalisateur, qui use de métaphores pour nous faire comprendre tout ça, comme à travers le fameux sabre laser qui pourrait très bien représenter Excalibur, ou encore le conseil des Jedi qui s'apparente au chevalier de la table ronde. Attends une seconde, j'avais prévu un épisode là-dessus. Tu serais pas en train d'essayer de me piquer mon idée par... Tous ces éléments qui font partie de nos grands mythes sont réintroduits dans un contexte différent, celui de l'univers merveilleux que George Lucas a créé. Cette recontextualisation permet de donner une sensation de neuf à notre folklore ancestral, tout comme l'utilisation des mythes contemporains tels que les samouraïs, les cow-boys et les épopées spatiales. Ainsi, même si ces mythes font partie de notre culture, on n'a pas d'effet de redondance, car ils sont ici masqués, détournés. On pourrait aussi parler du monomythe de Campbell. Le mythe du whisky. Attends. Mais non, mais attends, mais rien à voir, mais c'est quoi cette écriture d'ivrogne? Alors ça, je peux expliquer. En fait, j'ai pas envie, voilà. Bon bah, si tu veux vraiment, j'avais soif, bon, j'avais que ça sous la main. Voilà. Ça arrive. Tout l'aspect narratif et scénaristique de Star Wars fait partie des points forts de la saga, ce pourquoi elle est autant ancrée dans la culture populaire aujourd'hui. Peu de films peuvent se targuer d'avoir une force évocatrice aussi universelle que les aventures de papa et fiston Skywalker. Quand on me demande ce que j'aime dans ces films, je commence toujours mon monologue de 8 heures par expliquer que ce qui me fascine, c'est l'univers que Lucas a créé et comment il raconte l'histoire du voyage de son héros. C'est en ça que les trilogies Star Wars sont étonnantes pour citer Laurent Aknin, historien et critique de cinéma, parce qu'elles donnent la sensation de voir quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu tout en ayant la sensation de revoir quelque chose qu'on a toujours vu. Et si vous avez le même sentiment lorsque vous matez Star Wars, c'est bien normal. Pourquoi ? Parce que Joseph Campbell... Jojo Campbell est un professeur, écrivain et mythologue du pays de Snoop Dogg. C'est de son livre paru en 1949, Le héros aux mille et un visages, qu'est née la théorie du monomythe. On pige mieux si on va directement à la racine du mot. Hein. Bon, déjà, il y a mono, hein, donc du coup un seul, enfin l'unique, quoi. Et de l'autre côté, le mythe, un mythe, enfin un récit, quoi. Enfin, voilà. Ouais, non merci d'avoir décomposé le travail, c'est vrai que j'étais complètement aux fraises là. T'as fait du grec ancien ou quoi, mec? Bon, en gros, l'idée du monomythe, c'est qu'une seule et même structure universelle compose tous les mythes et toutes les légendes du monde. Autrement dit, que toutes les histoires que vous connaissez reposent peu ou prou sur le même schéma d'action, décomposé en plusieurs étapes bien définies. George Lucas a lui-même dit s'être très largement inspiré des travaux de Joseph Campbell, et il a même admis que sans eux, il serait très probablement encore en train d'écrire le scénario de la trilogie. Et si on se penche un peu sur la saga, on retrouve très facilement les étapes définies comme universelles à tous les mythes. Première étape, l'appel à l'aventure. Deuxième étape, un cheminement d'épreuves. Troisième étape, le héros atteint son but. Quatrième étape, le héros retourne à sa vie ordinaire. Et enfin, cinquième et dernière étape, le héros pourra améliorer le monde grâce à ce qu'il a gagné. Et si là on va le faire avec Star Wars, essayez de le faire avec n'importe quel autre récit que vous connaissez bien, du genre Matrix, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, vous verrez, ça marche aussi très très bien. Jouons avec la première catégorie. Top! À quel moment de l'épisode 4 correspond la première étape, l'appel à l'aventure? Fastoche, c'est la princesse Leia, son message avec R2, tout le tatouin, quoi. Ouais, bien vu. Le refus ou l'acceptation de l'aventure? Facile, c'est Luke, il peut pas
se casser de Tatooine à cause de son oncle qui lui fait faire les récoltes. Du coup, bah il se fait chier, à un moment donné il tombe sur les hommes des sables, et c'est Ben Kenobi qui vient le sauver. Voilà. Bon, je peux jouer ou comment on fait? Non? Ok. Et enfin, bien, le cheminement des preuves. À quoi cela correspond? Là, c'est quand Luke et Kenobi rencontrent Han Solo et Chic Taba qui vont dans le Millennium Condor pour aller sauver la princesse. Voilà. Hop là. Et ben moi, je me casse. Alors cependant, j'aimerais apporter une petite nuance à tout ça parce que peut-être que certains d'entre vous vont se dire une des phrases que je trouve des plus déprimantes. Ouais, mais si tout a déjà été fait, ça sert à quoi de se montrer créatif? C'est une idée qui, je pense, a effleuré tous les auteurs, créateurs et artistes en général, mais qu'il faut surtout repousser. Genre loin, très très loin. Parce qu'avec cet état d'esprit, on ne fait plus rien, donc heureusement que Lucas ne s'est pas dit ça en lisant Le Héros aux 1000 visages, sans quoi on n'aurait pas eu de Star Wars 7 le 16 décembre, et donc une équipe de Retour vers la culture toute triste. Comme beaucoup d'autres arts, le cinéma, c'est un peu de la cuisine. Tous les ingrédients que vous avez à disposition sont tous les mêmes. Pourtant, tous les plats sont différents. C'est à vous de piocher ici ou là les ingrédients dont vous avez besoin pour cuisiner la popote que vous vouliez faire au départ. Donc non, tout n'a pas déjà été fait, c'est d'ailleurs tout le contraire. Le principe même d'une création artistique, c'est que son auteur apporte dans son œuvre sa propre vision du monde pour créer quelque chose de personnel, d'unique et d'original. Mais original dans le sens latin du terme, c'est-à-dire originalis, qui signifie... Oh ta gueule! Ta gueule, ouais. Ajoutons à ça des schémas narratifs bien connus comme la structure en 3 actes et le récit classique de la princesse à délivrer dans un donjon que l'on retrouve dans les épisodes 4 et 6 et qui semble être inspiré par les contes médiévaux. On peut aussi penser à La forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Dans ce film de 1958, nous avons 2 paysans qui finiront par accompagner le périple d'une princesse en exil et de son garde du corps. Et quand on sait que Lucas est fan de ce réalisateur, au point de coproduire avec Coppola Kagemusha en 1980, ce n'est pas une surprise de retrouver une telle inspiration. Mais il ne s'agit pas ici de reprendre des mécanismes intégrés, puisque le cinéma de Kurosawa reste méconnu du grand public, mais plutôt de rendre hommage tout en récupérant certains aspects qui fonctionnent parfaitement bien dans le contexte du film d'aventure. La princesse en danger, les interactions comiques entre les personnages et surtout le point de vue de départ qui s'axe sur les plus faibles. Les 2 paysans chez Kurosawa et les 2 droïdes chez Lucas. Notez que les droïdes étant récupérés par l'oncle de Luke, fermier, on peut considérer qu'ils deviennent eux aussi paysans. En revisitant des codes et des mythes intégrés dans notre culture, George Lucas est parvenu à bâtir une nouvelle mythologie, moderne et qui parle à tous. Cette dimension primordiale vient puiser au plus profond de notre inconscient des mécanismes émotionnels qui nous rendent fascinants tous ces grands archétypes ancestraux. Et en recontextualisant le tout, il parvient à gommer l'effet de lassitude auquel nous pourrions être confrontés, transcendant ainsi l'impact de la dimension mythologique. Ce rapport que nous entretenons avec nos propres mythes et l'utilisation intelligente que Lucas en a eue sont en partie responsables de l'immense succès de Star Wars. Attention, je ne dis pas que les archétypes c'est super cool, et encore moins qu'ils sont nécessaires. Personnellement, j'en ai assez de me taper du monomythe et des personnages bateaux à tout bout de champ, juste parce que ça marche. Mais bien utilisés, les archétypes peuvent être utiles, et même intéressants. En 2005, le scénariste Blake Snyder a sorti son manuel Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario, dans lequel il donne en exemple une structure clairement définie, quasiment page par page, qui s'articule autour de 15 événements pivots. Son but initial était de s'appuyer sur des principes éprouvés de l'écriture scénaristique, afin d'en retirer une base qui puisse être remodelée et restructurée. Le problème, c'est que pour Hollywood, ce manuel est devenu une recette, et à trop les utiliser bêtement, ces archétypes scénaristiques se sont désincarnés. Ils ne sont plus que des outils, ils ont perdu leur sens profond, leur caractère mythologique. Il est bien plus pertinent et respectueux du spectateur d'utiliser ces archétypes afin de, par exemple, effacer des personnages, comme dans Mad Max où chacun est réduit à son seul archétype, à une icône, un schéma. Ça permet d'éviter de s'encombrer des personnages afin de valoriser ce qu'on a à dire à côté. Des personnages trop présents, trop définis, auraient pris trop de place dans le film et oblitéraient le propos et son impact. Là oui, l'utilisation d'archétypes est justifiée, mais il faut qu'il y ait un propos, et pas juste de l'action sans aucun sens profond, sinon le film ne serait que vacuité. Par exemple, pour en revenir à Star Wars, mais j'aurais pu prendre Matrix, ça aurait été pareil, les archétypes participent à une démarche de mythologisation du récit. Du coup, non seulement c'est cohérent d'utiliser des mythes afin de mystifier une histoire, mais en plus ça transcende l'aspect mythologique en renforçant son impact auprès du spectateur, puisant dans ses entrailles culturelles. Là encore, l'utilisation d'archétypes prend sens et se justifie grâce aux propos de ces films. Mais la mythologisation n'est pas l'unique raison du succès de Star Wars, il existe d'autres aspects extrêmement cultes de la saga, et sans Steven Spielberg, peut-être que l'un d'entre eux n'aurait jamais vu le jour. En effet, c'est sous les conseils de son ami réalisateur qui venait de terminer Les Dents de la Mer que George Lucas embaucha John Williams. John Williams? Qui c'est qui a parlé de John Williams? Moi? Oh putain!
Est-ce que je peux parler de sa musique, s'il te plaît? J'en ai pour 48 heures. Je fais juste un truc sur Star Wars, là, pas sur l'ensemble de son œuvre. Hein. Ah, ok. Ok, bah, 24 heures alors? Tu as 1 minute. Vendu. Pourquoi j'aime autant la bande originale de Star Wars? Bah déjà, c'est grâce à son style qui découle directement de la musique savante romantique, moderne et contemporaine. On ressent souvent les influences de Williams, écoutez par exemple ce passage dans le concerto pour orchestre de Béla Bartók. Et comparé avec ce passage de la bande originale de l'Empire contre-attaque. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres, Dvorak, Stravinsky, Holst. On a aussi le fait que les musiques d'ambiance ne sont pas simplement des nappes d'accords lents où il se passe rien. Ici, John Williams écrit tout le temps des motifs mélodiques, il joue avec les sons et il propose systématiquement quelque chose de vraiment original. De nos jours, on va de plus en plus vers la recherche de nouveaux sons grâce au numérique. C'est pas un mal, hein, au contraire. Mais ici, Williams démontre que même si l'orchestre symphonique existe depuis plusieurs centaines d'années, eh ben on n'a toujours pas épuisé toutes ses possibilités. Alors autre chose, la musique est très figurative et moi j'adore ça. Les motifs et les timbres accompagnent vraiment le mouvement et l'enchaînement des plans, ainsi que l'action et les ambiances présentées. Du coup, cet élément nous offre des musiques inattendues. Les motifs, voire même certaines notes, s'enchaînent souvent de manière surprenante. La musique est loin d'être prévisible et c'est un des éléments qui lui donne sa richesse. Il y a vraiment beaucoup d'idées. Les moments d'action offrent des morceaux très dynamiques, très vifs, les moments d'émotion sont lyriques et bien dosés, et dans tous les cas, tout est toujours très mélodique. En plus, John Williams et George Lucas ont très bien dosé les petits passages musicaux éclatants qui augmentent l'efficacité de certains passages, comme ici. Bien entendu, si ces musiques sont marquantes, c'est en grande partie grâce aux thèmes musicaux qui composent la bande originale. Ils sont assez simples et leur orchestration les rend mémorables. Et bien évidemment, j'aime cette VO parce que c'est John Williams qui l'a écrite. Et que John Williams, il écrit comme un dieu pour tous les instruments de son orchestre. Personne n'est laissé de côté, tous les timbres instrumentaux sont exploités, se répondent, se mêlent entre eux, sans que la musique ne soit brouillonne à aucun moment. C'est merveilleux. Alors voilà en très résumé pourquoi j'aime la musique de Star Wars. Personnellement, c'est la similitude avec le segment Mars de l'œuvre Planète de Gustav Holst qui me semble la plus parlante. On s'y croirait, n'est-ce pas? Bon, allez, vous pouvez ranger vos sabres laser maintenant. Quoique non, gardez-les, puisqu'on va parler d'effets spéciaux. Non mais t'es sérieux? Et oui, les effets spéciaux de Star Wars font aussi partie des choses qui ont établi le succès de ces films. Absolument révolutionnaires, ils ont assez peu vieilli pour la plupart. L'utilisation des maquettes donne un côté naturel que le numérique peine encore aujourd'hui à égaler. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des effets spéciaux de la trilogie originale ont mieux vieilli que ceux de l'édition spéciale de 1997. Mais au fait, c'est quoi cette édition spéciale? L'édition spéciale, c'est... Ah mais attendez, Gorkab a justement fait une émission qui lui était consacrée, on pourrait lui demander. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, il a vraiment tout donné pour la faire. Il s'est vraiment arraché. Ok, je sais pas comment tu vas faire pour nous parler de l'édition spéciale dans cet état. Alors pourquoi George Lucas s'est-il lancé dans l'édition spéciale de la trilogie Star Wars? Eh bien, il faut savoir qu'il n'avait jamais été vraiment satisfait des 3 films sortis respectivement entre 1977 et 1983, allant même jusqu'à les considérer comme n'étant que 60 à 70% de ce qu'il voulait en faire à l'époque. Seulement, les effets spéciaux d'alors, tels les animatroniques, marionnettes, costumes en latex, maquillage, miniatures et j'en passe, n'étaient tout simplement pas assez avancés à ses yeux pour retranscrire l'univers qu'il avait souhaité créer en premier lieu. Et puis aussi, faire des vaisseaux en images de synthèse en 1979,
ça coûtait juste un peu trop cher. Après la sortie du Retour du Jedi, en 1983, George Lucas a donc pris son mal en patience et commencé à expérimenter de nouvelles choses. Il a ainsi développé l'utilisation du numérique en l'appliquant notamment à différents aspects de production, comme le développement du montage non linéaire avec le système Edit Droid, ancêtre de Premiere ou encore de Final Cut, tout ça dans le but de rendre le tournage d'un film plus facile, plus rapide et surtout pour mieux exploiter les ressources. Ce développement du numérique passera d'ailleurs par celui de l'image de synthèse, avec des films comme Willow, Abyss, Indiana Jones 3 et Terminator 2, mais aussi et surtout Jurassic Park. Jurassic Park marquait pour la première fois au cinéma une rupture avec tous les films vus précédemment. Par un habile mélange d'animatronique et d'images de synthèse, les dinosaures prenaient enfin vie à l'écran, marchant, courant, poursuivant de vrais acteurs de chair et de sang sans que le public n'arrive à faire la différence entre le vrai du faux. Mais ce qui va vraiment changer la donne, c'est que cette satire des parcs Disney deviendra très vite le long métrage au plus gros succès financier de tous les temps, 2 ans seulement après l'immense succès du film de James Cameron et son fameux T-1000 en images de synthèse. Ce qui a fait se dire à George Lucas que les technos étaient peut-être enfin assez matures pour sa vision originale de la trilogie Star Wars. Pendant les 4 années qui suivront, entre 1993 et 1997 donc, une partie du staff d'Industrial Light and Magic sera ainsi dédiée à la remasterisation, l'augmentation numérique, mais aussi la modification de scènes sous la direction d'un George Lucas trop heureux de pouvoir enfin jouer avec de nouveaux outils enfin à sa portée. On notera d'ailleurs que seul le premier Star Wars était envisagé à la base pour ce lifting, mais que le support financier de la Fox permettra assez rapidement au père de la franchise d'envisager de retoucher les épisodes 5 et 6. Et puis, ne nous mentons pas, l'édition spéciale de la trilogie Star Wars sera surtout un test grandeur nature pour donner le feu vert à la fameuse prélogie. Entre l'animation des nouvelles créatures en images de synthèse, les modèles 3D de vaisseaux spatiaux ainsi que la création de décors entièrement avec du numérique, l'édition spéciale de la trilogie Star Wars aura permis à ILM de s'essayer à d'innombrables nouvelles techniques d'effets spéciaux numériques. Toute cette préparation ne se sera pas faite sans mal, avec notamment des scènes qui piquent pas mal les yeux aujourd'hui quand elles n'ont pas tout simplement été mises à jour entre 2 éditions vidéo, mais elles auront quand même permis l'acquisition d'une expérience solide pour la prélogie. En plus de rapporter un bon petit pactole au passage, puisque l'édition spéciale de la trilogie rapportera pas moins de 251 millions de dollars, soit 372 millions de dollars d'aujourd'hui. Voilà pour le pourquoi du comment. Et c'est là que ça a commencé à merder, puisque les relations entre Lucas et ses fans ont commencé à être tendues à cause des retouches faites dans l'édition spéciale. D'ailleurs, il existe un documentaire uniquement consacré à cette relation houleuse, The People vs George Lucas. Bien que décevant car il prend le parti de ne montrer qu'un côté du conflit, à savoir celui des fans, ce film illustre bien la folie et l'intégrisme de la passion. Toute altération de l'œuvre d'origine est perçue comme un viol, tellement Star Wars est entré dans la sphère de l'intime. Qu'est-ce que... what? Non, mais fais pas attention, il aime bien se faire remarquer. Non mais R2, je suis votre plus grand fan. Eh ben bravo, bien joué. On va prendre le relais du coup. Aujourd'hui, sur notre planète à nous, George Lucas est donc détesté par une bonne partie des fans de Star Wars. George Lucas fingered my late adolescence. I love-hate George Lucas. I love-hate him hard, you know? You're going to rewrite episode 3, George. But this time, you're going to do it correctly. Alors oui, il a quand même créé Jar Jar Binks et retouché ses films tellement de fois qu'on en perd le compte. Mais est-ce que ça suffit à justifier tout ça? Ce n'est ni le premier ni le dernier réalisateur à être détesté par ceux qu'il avait adoré quelques films plus tôt, mais le niveau de haine qu'il génère est quand même assez unique dans le monde du cinéma. Pour expliquer ça, il va falloir qu'on revienne sur le parcours de cinéaste de Lucas. George Walton Lucas Jr. est né le 14 mai 1944 dans la petite ville de Modesto, aux États-Unis. Il se destine d'abord aux courses automobiles, mais un accident le décide à se tourner plutôt vers le cinéma, c'est moins risqué. Il se fait remarquer par des courts-métrages novateurs et son incroyable timidité. Une fois sorti de l'école, il se laisse pousser la barbe et réalise son premier long-métrage, THX 1138, un film de science-fiction expérimental produit par la Warner Bros. Lorsqu'arrive la projection test avec le studio en mai 1970, c'est le drame. Personne ne comprend rien au film, les producteurs veulent récupérer leur argent, et finissent par forcer Lucas à remonter le film avec un homme de la Warner, ce qui sera extrêmement douloureux pour lui. Quand THX 1138 sort enfin en mars 1971, le film fait un gentil bide et rembourse à peine sa création. Et je dois intervenir pour préciser que si le film se plante, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, loin de là. C'est peut-être même le film le mieux réalisé de George Lucas, et c'est un fan de Star Wars qui vous dit ça. Le temps passe, et en 1973, Lucas sort American Graffiti, un film nostalgique des années 60 qui fait un vrai gros carton pour l'époque, 115 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 700 000. Lucas, qui jusqu'ici défendait l'idée d'un cinéma intellectuel et surtout pas grand public, comprend alors qu'il pourrait avoir du succès avec un film simple, à la Disney. Pour son prochain film, il décide donc de faire quelque chose de familial, histoire de gagner de l'argent, argent qui lui resservirait ensuite pour faire des films expérimentaux.
Le succès d'American Graffiti permet à Lucas d'avoir une position relativement confortable au moment de négocier avec la Fox pour son prochain film, qui se révélera être Star Wars. Ayant encore en mémoire l'échec de THX, Lucas fait bien attention à ses droits sur le film, notamment sur le montage final. Même lorsqu'il a besoin de budget supplémentaire, il continue à négocier pour obtenir autant de contrôle que possible sur son film. Il va même jusqu'à négocier une baisse de son salaire de réalisateur en échange de droits supplémentaires sur le film, notamment sur les produits dérivés. À la Fox, on rigole doucement, jusqu'à ce que le film sorte. Comme on le sait, le film rencontre un succès ahurissant. Lucas gagne une fortune, et il est en passe de devenir le premier réalisateur d'Hollywood à gagner complètement son indépendance vis-à-vis des studios. Pardon, mais il y a Kubrick aussi. Oui, il y a eu Kubrick avant, mais Lucas est le premier à fonder une grosse structure indépendante. Il a créé Industrial Light and Magic, qui est juste la boîte d'effets spéciaux des années 80 et 90, Skywalker Sound, le top en matière de post-production sonore. Il s'est investi dans l'animation en images de synthèse avec le futur Pixar, et il ne faudrait pas oublier non plus. Oui, je vais y venir en rapport avec les fans. Pas très patient ce droïde. Lucas est donc devenu ultra puissant, et il a rapidement utilisé ce pouvoir pour éviter les gens qui le contredisent. Le choix des réalisateurs des épisodes 5 et 6 en est un bon exemple. S'étant frité avec Aaron Kirchner pendant le tournage de l'Empire contre-attaque, il a donc choisi un réalisateur beaucoup plus docile pour le retour du Jedi. Et il a appliqué ce principe un peu partout à Lucasfilm. À côté de ça, l'engouement autour de Star Wars va pousser sa compagnie à produire toujours plus de making-of, d'interviews et de documentaires sur les 3 films. Il existe même un magazine officiel, le Lucasfilm Fan Club, que les enfants peuvent recevoir chez eux tous les 3 mois. Tout ceci est produit par et pour Lucasfilm, ce qui nous donne un gros système de propagande qui va bien aider à ancrer l'idée que Lucas est un génie visionnaire surdoué. Attention, je ne pense pas que quelqu'un chez Lucasfilm ait sciemment cherché à faire de Lucas un dieu. Ça paraît déjà normal d'embellir un peu les choses dans un magazine officiel, mais comme en plus Lucas a tendance à se séparer de tous les gens avec qui il n'est pas d'accord, ceux qui posent les questions et ceux qui y répondent n'émettent aucune critique envers Lucas. Même si quelques ouvrages racontent une autre version des faits, la parole officielle a un peu endoctriné un paquet de monde, y compris des futurs professionnels du cinéma, qui à leur tour vont propager l'idée d'un Lucas hors du commun. Et du côté des fans des films, en plus de cette idéalisation de Lucas, l'abondance des produits dérivés des magazines et compagnie permet de connaître chaque épisode dans ses moindres détails. Tous les personnages qui apparaissent à l'écran ont un nom, une figurine, et des fois même une histoire qui leur est dédiée. Lucasfilm fournissant toujours plus de contenu au fil du temps, toute personne qui apprécie les films peut s'y investir autant qu'elle le souhaite. On arrive alors au milieu des années 90, et Lucas se dit qu'il se lancerait bien dans de nouveaux Star Wars. Mais en grand fan de technologie, il a bien envie aussi de remettre à niveau son ancienne trilogie. Après tout, il y a le son THX qui est arrivé, les modélisations informatiques ont fait d'énormes progrès, et puis ce serait aussi l'occasion finalement d'avoir une nouvelle génération qui découvrirait Star Wars sur grand écran. Et puis surtout, ça fait 10 ans que tout le monde autour de lui dit qu'il n'a que des idées géniales, donc cette idée de restaurer les films ne pouvait être que géniale elle aussi. Donc il se lance là-dedans, sans se douter une seule seconde que les fans de la première heure pourraient être choqués par ces modifications. Et ils l'ont été. Pour ces fans qui ont eu 20 ans pour s'approprier les films de leur enfance, et qui avaient idéalisé Lucas pendant tout ce temps, le voir venir modifier tout ça sous prétexte que c'est ce que lui préfère, ça fait doublement mal. Mais comme on continue malgré tout à voir Lucas comme une forme d'être supérieur, il passe du statut de dieu à celui de diable. Et ce n'était que le début d'une longue période de haine envers Lucas, puisque celui-ci fera la prélogie quelques années plus tard en ne s'entourant que de gens qui lui disent oui, et que notre bon George, des fois, il aurait besoin qu'on lui dise non. La relation entre les fans de Star Wars et George Lucas est donc assez étrange, mais elle s'explique par le fait que beaucoup de monde a oublié que Lucas n'était qu'un homme et pas une divinité. Divinité qu'il est devenu à cause de l'empire qu'il a bâti pour garder son indépendance. Indépendance qu'il recherchait par-dessus tout, suite à son expérience sur THX 168. Ouais, peut-être que maintenant qu'il est plus à Star Wars, ça va se calmer un peu. Encore que... Bah oui, si l'épisode 7 est nul, ça confortera l'idée que Lucas est au-dessus du lot, puisque lui seul aura réussi à faire des bons Star Wars. Mais à côté de ça, ça restera une forme de diable, puisqu'il aura fait la prélogie, et c'est surtout à cause de lui que Disney aura eu la possibilité de faire n'importe quoi avec cet univers. Mais si l'épisode 7 est bon, ça prouvera qu'il n'y avait pas besoin de Lucas pour faire un bon Star Wars. À partir de là, ça invalide complètement toutes ses décisions des 20 dernières années, que ce soit de faire des modifications sur ses films, ou de faire les épisodes 1, 2 et 3, non. On lui reprochera de ne pas avoir laissé la main plus tôt. Eh oui. Non mais Loïc, réveille-toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ouais, mais attends, mais il faut qu'on reprenne le contrôle, l'autre il est en train de plomber l'ambiance avec sa conclusion. Mais je m'en fous, la coupe. Bon, je coupe, ok.